Voilà, donc, Michael Sargil est une artiste et commissaire indépendante travaillant principalement à partir des textes et d'ouvrages issus de la période postcoloniale de 1950 à aujourd'hui. Son travail artistique a pour vocation de comprendre et de réécrire l'histoire des communautés noires et plus précisément celle des femmes par l'entremise du tissage. Ce médium étant souvent perçu comme artisanal et catégorisé comme féminin, Sagil utilise le lexique du tissage pour remettre en question les rapports de domination de genre et d'ethnie. Donc, avec ça, je passe la parole à Michael. Merci. Je vais juste partager mon écran. Un moment. OK. Je vais commencer en parlant d'une œuvre qui m'a finalement portée à aller vers la série que j'ai commencée pour l'exposition à Clark. Puis c'était vraiment juste une réflexion que je portais sur les leaders et sur ce que représentaient les leaders en général. Et j'ai pris, par exemple, James Baldwin, qui est assez connu dans le milieu littéraire, mais aussi dans le milieu activiste américain. Puis, je m'étais beaucoup intéressée à Baldwin de base par rapport à son gestuel et à sa façon de s'exprimer. Puis, j'étais très intéressée au fait qu'on parle souvent des leaders par rapport à leurs mots, par rapport aux choses qui ont été dites sur ces leaders, mais très peu finalement par rapport à tout ce qui entoure ces leaders-là. Et ce qui entoure ces leaders, pour moi, c'est autant le gestuel, la posture, le ton de la voix, les silences, les regards. Donc, pour moi, c'est vraiment tout ce qui constitue un leader, c'est au-delà des mots, mais c'est aussi dans la présence de ces leaders-là. Euh, donc, pour faire suite, pour ce que j'ai présenté, ah, pour ce que j'ai présenté à Clark, est-ce que c'est normal que je vois un truc jaune sur l'image? Est-ce que je suis la seule à le voir? Non, mais c'est cute. Bon. Oui, donc ce que j'avais présenté à Clark continuait un petit peu dans ce même ordre d'idées où je réfléchissais aux leaders, mais aux leaders en Haïti. Et vu que c'est mon pays d'origine et que j'ai tendance à me poser beaucoup de questions sur mon pays d'origine, à savoir finalement l'histoire de ce que je connais d'Haïti, est-ce que c'est l'histoire réelle? Puis c'est une question que je me suis posée en général aussi par rapport à ici au Québec, au Canada, puis c'est des choses qu'on peut se poser en général aussi. Est-ce que l'histoire qu'on lit dans les ouvrages, dans les archives, dans les livres, est-ce que c'est l'histoire réelle ou est-ce que c'est finalement des versions qui vont être complètement différentes d'un historien ou une historienne à l'autre? Puis je me suis beaucoup intéressée à l'idée de réfléchir finalement à l'histoire d'Haïti, mais avec des discussions que j'ai eues avec mes parents. Puis pour moi, mes parents, c'est vraiment comme mes archives vivantes. Donc, c'est des gens à qui je pose énormément de questions, où je leur demande constamment, oui, donc ça s'est passé de telle façon en Haïti, mais vous, de votre côté, comment vous le réfléchissez, etc., etc. Puis ça fait en sorte que ça m'est mené à deux œuvres qui sont celle-ci qu'on voit à l'écran, qui est un drapeau qui tourne sur lui-même et qui a sur sa présentation, c'est un personnage qui s'appelle Diogène et c'est un ouvrage que j'ai lu de Jean-Gilles Elie, qui est un auteur haïtien. Et Elie, dans le fond, écrivait sur un leader des communautés LGBT qui n'aurait possiblement pas existé, mais qui serait la synthèse finalement de plusieurs personnes en Haïti qui ont aidé les communautés LGBT. Puis moi, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant parce que étant au Canada, au Québec, et ayant une distance quand même, j'ai migré ici, j'avais à peine 7 ans, donc j'ai une distance qui est assez flagrante avec mon pays d'origine. Puis je me posais toujours des questions par rapport aux communautés LGBT, par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment une représentation là-bas? Est-ce que c'est négatif? Parce que même dans le lexique, dans les mots qui sont utilisés pour représenter les communautés LGBT, c'est massissi et madivinesse qui sont des mots qui sont normalement péjoratif, mais qui, au Canada, au Québec, j'ai eu la chance de collaborer avec Migraiventa, avec Massimadi, qui est un festival de films LGBT, et qui a repris ces deux mots péjoratifs pour en créer un nouveau qui n'est pas péjoratif à ce moment-là, qui s'appelle Massimadi. Donc, le Massimadi, c'est Massissi et Madivinès.
Puis pour moi, c'était quelque chose de très fort, mais je me disais, OK, donc ça, c'est une initiative qui a été prise ici à Montréal, mais qu'est-ce qui se fait finalement en Haïti? Puis je me suis décidée de me laisser aller avec les archives que j'ai trouvées au Centre international de documentation et d'information euh, haïtienne et caribéenne afro-canadienne, bref, le syndicat, j'ai essayé de le dire dans son entièreté, je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre, mais le syndicat qui est un centre d'archives qui regroupe vraiment beaucoup de choses d'Haïti, mais aussi des Caraïbes en général et des choses par rapport aux Afro-Canadiens, Canadiennes. Puis le directeur du syndicat m'a donné vraiment beaucoup d'images d'archives de Jacmel, qui serait la ville dans laquelle Diogène, le personnage représenté ici, aurait habité. Mais puisque c'est un personnage fictif, puis un personnage qui regroupe finalement plusieurs autres personnes qui auraient possiblement existé, j'avais pas d'image réelle de cette personne-là. Donc, j'ai créé, à partir de toutes ces archives, un drapeau qui serait l'emblème de ce personnage. Puis, j'ai vraiment repris les codes du drapeau haïtien, soit la bande rouge, la bande bleue, et au centre, on peut le voir en tout petit, mais au centre, il y a une genre de... Ben là, c'est une charrette parce que c'est de l'époque, mais sur le drapeau haïtien, c'est vraiment des canons qui sont représentés au centre. Puis pour moi, c'est une façon de faire un clin d'œil au drapeau, mais d'avoir aussi cette idée de ce leader qui aurait peut-être existé ou ce leader qui existe d'ailleurs, qui représenterait les communautés LGBT. Puis pour moi, l'idée de faire tourner le drapeau, c'était aussi de réfléchir à autant, mais c'était aussi de réfléchir à ma façon, à moi personnelle, de chercher dans les archives, puisque mon travail est vraiment très centré sur les archives, quelles que soient les archives, mais toujours par rapport aux communautés noires diverses. Pour moi, c'est de continuellement chercher et de tomber sur de plus grandes choses et de réaliser que, bon, la première chose que j'ai trouvée, peut-être que c'est pas la bonne, peut-être qu'il y a une autre couche à considérer. Donc, pour moi, d'avoir le drapeau qui se déploie et qui se recontracte, qui se déploie et se contracte, c'est aussi ma façon de fouiller dans ces archives, de trouver l'information et plusieurs couches d'informations. Là aussi, ça c'est une autre image de l'expo. Puis on peut voir la deuxième œuvre qui s'appelle Fillette Lalo. Et c'est parti d'une chanson qui est une comptine pour enfants que mes parents ils ne me l'ont pas chantée quand j'étais jeune, une chance. Mais en tout cas, c'est une chanson que j'ai connue il y a à peine 1 an, 2 ans, non 2 ans. Et mes parents me parlaient de cette comptine et c'est une comptine qui parle des fillettes Lalo qui étaient des soldats femmes en Haïti durant la période de la dictature. Et on parle souvent des tontons macoutes. Et quand on parle d'Haïti, les gens connaissent assez bien la dictature des Duvaliers et les tontons macoutes qui étaient vraiment les soldats hommes qui travaillaient sous les Duvaliers. Et c'était des gens qui, dépendamment de la famille dans laquelle on vient ou dépendamment de la personne à qui on parle, de l'haïtien ou l'haïtienne à qui on parle, le discours va être complètement différent parce que l'expérience est différente. Puis même au sein de ma famille, j'ai mis 3 pans, donc c'est pour 3 personnes parce qu'il y a mon père, mon beau-père et ma mère. Puis même de parler avec ces 3 personnes qui sont partie intégrante de ma vie, c'est 3 discours qui sont différents, qui sont distincts. Et quand je leur parlais, je leur demandais, oui, donc la dictature pour vous, ça représente quoi, etc. Puis ça a toujours été d'un côté, il y a du négatif, de l'autre, il y a du positif. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Puis de réfléchir la comptine pour enfants et de réfléchir les différents degrés de compréhension de la dictature, pour moi, c'était aussi important. Pour ma culture, c'était important parce que j'ai grandi hors d'Haïti. Donc, mes seules références à mon pays, finalement, viennent de mes archives ou de mes discussions avec mes parents. Puis d'avoir cette idée d'une comptine pour enfants qui parle de la violence des soldats femmes en Haïti, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant au fait qu'un enfant ne va pas nécessairement comprendre tout ce qui l'entoure, mais d'avoir cette chanson qui lui est constamment répétée, chantée, c'est aussi une façon de lui dire de faire attention au milieu dans lequel il est. Puis déjà, de base, ça ne s'applique pas juste en Haïti, mais de base, quand on réfléchit aux chansons pour enfants, aux comptines pour enfants, c'est souvent quelque chose de bien plus détaillé, de bien plus profond qu'on le pense. Et c'est écrit par des adultes qui réfléchissent à différentes choses. Donc, dépendamment du pays, ça peut parler de la violence des fillettes Lalo dans ce cas-ci, mais ça peut parler de beaucoup de choses aussi. Puis pour moi, d'avoir les bouches seulement de mes parents qui sont en train de chanter, c'était une façon de garder un certain anonymat, mais aussi de faire des connexions avec d'autres personnes de d'autres communautés. C'est sûr que là, c'est la diaspora haïtienne qui, je pense, peut se reconnaître aussi dans la chanson, mais pour moi, comme je le disais,
des comptines pour enfants, ça peut évoquer plusieurs choses, dont les violences politiques de différents pays. Et pour moi, d'avoir justement seulement les bouches et d'avoir comme un clin d'œil, comprendre que c'est des gens qui ont une certaine couleur de peau, qui ont un certain âge, possiblement un homme, une femme. Donc, c'est quand même de donner des indices sans nécessairement dire tout cru dans la bouche des gens, de leur dire que, bon, ben, c'est ce que c'est, ça, c'est mes parents, etc., etc. Mais d'avoir cette possibilité de se reconnaître aussi et de s'identifier dans les gens qu'on voit. C'est ça.